Il est 19h, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Donc voici la vitrine. Depuis le Parlement européen, l'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a dénoncé ce mercredi 25 juin les conditions de sa détention et les traitements qu'il qualifie d'inhumains et dégradants durant la période. Il est 19h, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Donc voici la vitrine. Depuis le Parlement européen, l'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a dénoncé ce mercredi 25 juin les conditions de sa détention et les traitements qu'il qualifie d'inhumains et dégradants durant la période de sa détention en République démocratique du Congo, dont l'affaire d'une tentative d'un coup d'État en novembre 2024. Une fumée blanche est attendue ce vendredi 26 juin entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda face à la signature d'un accord de paix sous la médiation des États-Unis. Cette annonce a été faite ce mercredi 25 juin à Washington par le président Donald Trump lors d'une conférence de presse au G7. Cependant, rien du contenu de cet accord censé ramener la paix en RDC n'a été dévoilé. Mesdames, Messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour le développement. Heureuse de vous retrouver de nouveau devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Comme annoncé dans les sommaires, depuis Washington, le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi 25 juin 2025 la signature imminente d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, prévu pour le vendredi 26 juin 2025. Cet accord, conclu sous l'égide des États-Unis, intervient alors que les conflits armés s'est intensifié début 2025 avec la PRC du M23, groupe rebelle soutenu par Kigali qui a conquis plusieurs villes dans l'est de la RDC, dont Goma et Bukavu. Bien que les détails de l'accord ne soient pas encore dévoilés, il suscite l'espoir d'un apaisement après 2 mois de violence et une crise humanitaire aiguë dans le nord et sud Kivu. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Jacquemain Chabani, a lancé le lundi 23 juin 2025 l'opération Ndobo à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Lors de cette cérémonie tenue à la place de l'indépendance, 18 présumés bandits identifiés comme de Kuluna ont été présentés au vice-premier ministre et au public avec leurs armes blanches symbolisant les débuts d'une traque systématique. Reportage. En mission dans la province de la Chopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a procédé ce mardi au lancement officiel de l'opération spéciale Ndobo à Kisangani. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre les banditismes urbains, en particulier contre le phénomène Evapo, une forme d'extorsion de plus en plus redoutée dans la ville. Devant une foule rassemblée à la place de l'indépendance, le VPM a rappelé que cette opération s'inscrit dans la volonté du gouvernement central de restaurer l'autorité de l'État et de garantir la sécurité des citoyens. À cette occasion, 18 prévenus criminels appelés Kuluna, arrêtés par la police nationale congolaise avec leurs armes blanches, ont été présentés aux autorités. Chabani Louko a félicité les forces de l'ordre pour leur engagement et a appelé à la rigueur, la discipline et au professionnalisme dans l'exécution de leur mission. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à éradiquer les banditismes dans les grandes agglomérations. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tozwa qui déjà ba mesure y a lutte contre la criminalité urbaine. Na commandement général y a police, to sala qui ba réunion, to leva qui option ya kobimisa et l'Oroto Bengi opération Ndobo. Opération Ndobo ezali opération Oyo, police nationale congolaise, atia mayele na ye na kati pona kosilisa et l'Oroto Bengi communément Kuluna, to bengi banditisme urbain. Opération wana ezali ba preuve na yango na ville province ya Kinshasa. À travers le commissariat provincial, il y a ville à Kinshasa.
Tant total qui va résultat wana tolobaki il faut tozwa opération wana tomema yango na ba province. Yango musala toye kosala lelo. Déjà opérationnelle dans 5 provinces, l'opération Ndobo a permis l'interpellation de plus de 6000 criminels à travers le pays. Son extension à Kisangani marque un tournant important dans la stratégie sécuritaire nationale. De l'autre côté du Congo central, pour manque de courtoisie, poursuite d'intérêts personnels au détriment de ses collègues, refus de se conformer aux décisions prises collectivement et de manque des discrétions dans la gestion des affaires du bureau, deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, dont le rapporteur adjoint et questeur paye les pots cassés. Billy Ntunga et Omega Mbadou plutôt, Manu, ont été destitués ce mardi 24 juin 2025 par une décision de l'Assemblée plénière. Mais qui reproche-t-on à ce membre du bureau? Réponse avec Victoire Swami Mpaka, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, joint au téléphone par Ben Israël Tumba. Nos amis ont été reprochés pour des faits suivants. Pour les questions, par rapport aux pétitionnaires, poursuite des intérêts égoïstes au détriment de ses collègues députés. Ça, c'est pour le point 1. Le point 2, défaut de s'assumer aux décisions prises par les collègues députés. Et le point 3, manque de discrétion dans la gestion et dans la décision collective prise. Ça, c'est pour les questeurs. Pour les rapporteurs adjoints, il y a un manque de courtoisie envers ses collègues députés, le non-respect mutuel qui doit prévaloir au sein de l'Assemblée. Ça, c'est le point 1. Le point 2, manque de discrétion dans la gestion des décisions collectives du bureau qui porte atteinte à la cohésion et à la confidentialité indispensables à son bon fonctionnement. Voilà les faits pour lesquels les amis ont été reprochés. Et d'ailleurs, pour la pétition, pour déchoir un membre du bureau provincial, il faut introduire, le pétitionnaire doit introduire la requête 72 heures avant. Après ça, il faut engager un débat. Donc c'est ce que nous avons fait. Dommage pour mon collègue rapporteur adjoint. Nous sommes allés à 25 voix qui ont dit oui, qui ont voté oui pour son départ, et 23 voix plutôt, et 25 voix pour le Kessers. Voilà la raison pour laquelle les amis sont déçus en tant que membres du bureau, mais il reste député. Je l'avais aussi annoncé dans les sommaires. L'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a dénoncé ce mercredi devant le Parlement européen les conditions inhumaines de sa détention en RDC et les dérives d'un système judiciaire pris en otage par la politique 4 mois après sa libération. Condamné à mort en septembre 2024 pour un rôle présumé dans une tentative de coup d'État, Wondo avait été libéré en février 2025 après une intense mobilisation politique, diplomatique et citoyenne, notamment en Belgique. Le Parlement européen avait adopté le 23 janvier une résolution réclamant sa libération et son retour sous le sol belge. Devant les eurodéputés réunis à Bruxelles, Wondo a décrit une détention de plus de 8 mois dans ce qu'il a qualifié des geôles militaires totalitaires, évoquant des privations des libertés, des dignités, des soins médicaux et des communications. Citant les sociologues américains Irving Goffman, il a assimilé son incarcération à une tentative de brouiller l'individu. J'étais devenu l'objet d'un acharnement plutôt diabolique, d'une justice oppressive, a-t-il affirmé, soulignant que son procès avait été entaché d'irrégularités et d'un manque de preuves crédibles, comme l'avait déjà relevé la résolution européenne. Il a exprimé sa gratitude envers les institutions européennes, affirmant que leur action avait brisé les silences de l'enfermement et rétabli sa dignité.
Wondo s'est engagé à poursuivre son combat pour les droits humains, estimant que ce qu'il a vécu continue d'écraser des milliers d'hommes et des femmes dans son pays natal. Sur appel du vice-ministre et ministre ad interim de la Justice, maître Samuel Mbemba Kabouya, les magistrats ont échangé avec l'actuel ministre de la Justice sur plusieurs points, notamment l'harmonie du corps, ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation permanent visant à renforcer la collaboration entre l'administration et les acteurs judiciaires sur les terrains. Ces avancées ont été saluées par les syndicats des magistrats autonomes qui croient en un avenir meilleur et en une collaboration saine. Le président syndical des magistrats autonomes, Edmond Issofa, est ici joint au téléphone par Ben Israël Toumba. Il nous a invités pour que nous puissions échanger, mettre en place un cadre de collaboration où nous aurons à échanger et à travailler à collaborer, à travailler ensemble. C'est-à-dire à échanger, parce que la justice, ce n'est pas le ministère de la justice. La justice, c'est tout un tout. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez également le gouvernement par le ministère de la Justice. Donc, tous nous concourons à la manifestation, à l'administration de la justice, alors de la bonne justice. Alors, s'il y a des échanges pour que nous puissions corriger et aller de l'avant, c'est ce qui importe. Nous avons parlé de travailler dans le respect mutuel. C'est tout dit. Alors, il a également proposé et va mettre en place une commission, je crois, dans les jours à venir pour essayer de défendre les recommandations de les états généraux de 2015 et de 2025-24 pour voir ce qu'il y a à faire pour que les choses aillent, puisque, comme vous le savez, les états généraux, comment est-ce que les états généraux se sont terminés? Alors, également, ils ont fait un état des lieux, et l'état des lieux indiquait même avant les états généraux que les recommandations de 2015 n'ont été exécutées qu'à hauteur de 0,6%. Alors, vous voyez que donc rien n'a été fait. Alors, si vous voyez très bien, également par rapport aux états généraux qui venaient de se dérouler, si on doit les qualifier d'états généraux, ils n'ont fait que reprendre les recommandations de 2015. En fait, l'initiative vient de lui. Donc nous disons que cette initiative prise par le ministre, c'est une bonne initiative puisque lorsqu'on arrive, on commence par un état des lieux, voir ce qu'il faille faire et tout ça. Je crois que l'initiative par lui, c'est une bonne initiative, donc nous encourageons et nous sommes prêts à aller de l'avant avec lui. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé mardi dernier une importante réunion de travail consacrée à l'évaluation de la réforme relative à la facture normalisée. Cette rencontre stratégique a réuni des responsables de la Direction générale des impôts DGI, de membres du comité technique des pilotages et ceux du groupement CITAX, partenaire technique pour l'implémentation de cette réforme. Suivez. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé une importante séance de travail consacrée à l'évaluation de la réforme sur la facture normalisée. Autour de la table, le cadre de la Direction générale des impôts, les comités techniques des pilotages et les experts du regroupement CITAX, partenaires en charge de l'implémentation technique. Cette réunion stratégique a permis de faire le point sur l'état d'avancement de la réforme, d'examiner les arbitrages en cours, les calendriers des généralisations et les perspectives institutionnelles et techniques. Il en ressort que la généralisation de l'usage de la facture normalisée est fixée au 1er juillet 2025. Portée par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réforme vise à améliorer la transparence des transactions commerciales, lutter efficacement contre la fraude fiscale et accroître les recettes intérieures. Elle s'inscrit pleinement dans la politique des souverainetés budgétaires du pays. CITAX a, à cette occasion, présenté les avancées notables, déploiement des plateformes numériques, interconnexion des dispositifs fiscaux électroniques au système CIGDF,
fourniture des cartes SIM dédiées avec des opérateurs télécoms et lancement des sessions de formation pour les agents de la DGI. Le cap est désormais mis sur la mobilisation, la sensibilisation et l'adhésion des contribuables pour réussir ce virage crucial de la modernisation du système fiscal congolais. Quittons Kinshasa pour la province du Lualaba où le vice-ministre des Mines, Godard Mutemuna, a procédé à l'inauguration d'un centre de santé moderne offert par la société minière Mutanda Mining. Équipée de plusieurs services, cette infrastructure médicale vise à améliorer l'accès aux soins de qualité pour les communautés locales vivant autour des zones d'exploitation. Reportage. En mission officielle dans la province du Lualaba, la semaine dernière, le vice-ministre des Mines, Godard Mutemuna, a procédé à l'inauguration officielle d'un centre de santé moderne, une infrastructure de pointe construite grâce à la dotation de 0,3% consacrée aux communautés locales par la société Mutanda Mining. Situé à environ 50 km de la ville de Kolwezi, ce centre de santé de référence de Kando vient répondre à un besoin urgent d'accès aux soins de qualité pour les populations de cette zone d'exploitation minière. Il comprend notamment des services de médecine générale, une maternité, un laboratoire d'analyse, une pharmacie ainsi qu'un bloc opératoire équipé selon les standards modernes. Godard Mutemuna a également encouragé d'autres sociétés minières à emboîter le pas de Mutanda Mining en mettant effectivement en œuvre les obligations légales et réglementaires en matière de développement communautaire durable. Aujourd'hui, ce ne sont pas des discours, ce sont des œuvres qui parlent, n'est-ce pas? La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son souci, c'est la redistribution de nos richesses. Je félicite les acteurs qui sont à l'origine de cette grande entreprise. Les représentants de Mutanda Mining présents lors de la cérémonie ont réaffirmé leur engagement à continuer à investir dans différents domaines d'intérêt communautaire en partenariat avec les autorités locales et les populations bénéficiaires. Il nous a été chargé de prendre la responsabilité des 0,3 chiffre d'affaires minimum de l'entreprise Moumi. Voilà pourquoi je vais remercier le numéro 1 de l'entreprise Moumi qui ne ménage aucun effort en ce qui concerne disponibilité. Cet événement marque une étape importante dans la concrétisation de la politique nationale des responsabilités sociétales des entreprises minières en République démocratique du Congo en mettant la richesse minière au service du bien-être des communautés locales. D'une province à une autre, plusieurs chefs coutumiers et de regroupements sont installés dans la province d'Ilituri grâce à la paix retrouvée dans plusieurs entités. La dernière installation en date est celle du chef du groupement d'Irokpa, un symbole de la restauration de l'autorité de l'État en territoire des Djougou. Nous sommes dans la chefferie des Bahema Nord. Il s'agit de M. Ndro Ndro d'Irokpa. La cérémonie de son installation s'est déroulée le week-end dernier à Katoto, dans le groupement Louvangiré. Plus de détails avec la presse militaire. Cette joie des populations était observée le matin du samedi 21 juin 2025 à Katoto, siège du groupement Louvangiré dans la chefferie des Bahema Nord. Elle était relative à l'installation de M. Ntrundro d'Irokpa comme chef du groupement d'Irokpa, un groupement situé sur la RN27, à environ 50 km au nord de la ville de Bunia, dans les territoires des Djougou. C'est l'administrateur policier de ces territoires, le commissaire supérieur principal Rifin Mapela, qui a procédé à l'installation de ces nouveaux chefs en présence de membres du comité de sécurité locale.
en présence des membres du comité local de sécurité des territoires de Djougou, avons procédé à l'installation de M. Ndrundo Dirokwa Kapokoya en qualité de chef de groupement d'Iroquois. Cependant, Ndrundo Dirokwa, nouveau chef du groupement, promet de travailler avec abnégation pour soulager ses administrés. Je vais m'investir pour le développement. Avec les efforts de tous, nous allons construire notre entité comme c'était avant. Je travaillerai beaucoup pour l'unité de Baïnda Bagavu. Cet événement est un signal fort pour le Baïnda Bagavu, en particulier le peuple Ema en général, a reconnu Pilo Moulindro Willy, chef de la chefferie des Baïma Nord. Je te demande de serrer les vis, car maintenant vous avez une grande responsabilité. Et en vous, Bagavu, ne soyez pas des déstabilisateurs du pouvoir de ces nouveaux chefs. Pas de haine, pas de tiraillement. Cette nouvelle étape est également un signal qui met fin au conflit coutumier au sein des communautés Baïnda Bagavu, affirment certaines opinions. Mettre complètement fin aux divers conflits qui rongent les communautés ituriennes est parmi le cheval de bataille du commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni. Parlons santé dans ce journal. Depuis les débuts de l'année 2025, la province du Maniema a déjà enregistré plus de 3304 cas, dont 120 décès de choléra. Le directeur du programme national d'élimination du choléra et de la lutte contre d'autres épidémies l'a annoncé le mardi 24 juin 2025 à Kindu. Suivez. Une onde de choc traverse les systèmes de santé congolais. La province du Maniema affronte depuis janvier 2025 une flambée épidémique de choléra d'une ampleur inquiétante. Les chiffres officiels communiqués depuis mardi 24 juin par le docteur Placide Ouello, directeur du programme national d'élimination du choléra, font état de 3304 cas confirmés et de 120 décès. Ces données placent la province du Maniema sous les feux des projecteurs sanitaires nationaux, révélant une crise qui exige une réponse immédiate et coordonnée. Ces données placent la province de Maniema sous les feux des projecteurs sanitaires nationaux, révélant une crise qui exige une réponse immédiate et coordonnée. Comment cette maladie, pourtant évitable, a-t-elle pu regagner du terrain avec une telle virulence? Les choléra, infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, se propage comme une traînée de poudre dans les zones dépourvues d'assainissement adéquat. Ces symptômes initiaux, diarrhée aqueuse et vomissements, peuvent évoluer en quelques heures vers une déshydratation sévère mortelle sans traitement rapide. Pire encore, un seul malade non pris en charge peut contaminer toute une communauté via les sources hydriques, transformant les rivières et puis en vecteurs invisibles de mort. Alors que les équipes sanitaires se déploient sur les terrains, chaque citoyen du Maniema peut contribuer à cette bataille en faisant bouillir l'eau de consommation, en désinfectant les latrines et en conduisant immédiatement tout cas suspect vers un centre de santé. Car, comme le soulignent les épidémiologistes, dans la guerre contre le choléra, la prévention collective reste l'arme la plus puissante. Le 25 juin marque la journée mondiale du vitiligo, une occasion de sensibilisation à cette maladie de la peau qui altère la pigmentation et touche environ 1% de la population mondiale. Invisible dans la douleur, mais visible dans le regard, les vitiligo restent une preuve psychologique et sociale pour ceux qui sont atteints. Un appel à l'acceptation des différences portées par cette journée. Suivez. Le 25 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale du vitiligo, une occasion de sensibiliser autour de cette maladie de la peau qui provoque une dépigmentation progressive. À Kinshasa, le docteur Mavinga Pacher, assistant en dermatologie aux cliniques universitaires, éclaire sur cette affection encore peu comprise du grand public. Il faudrait déjà qu'on oublie, qu'on sorte de la tête des gens des croyances comme quoi les vitiligo seraient
une maladie mystérieuse ou sinon un mauvais sort jeté. Non, le vitiligo est une maladie de la peau caractérisée par la perte progressive de la pigmentation. Donc voilà, on va voir apparaître de manière progressive sur un endroit ou plusieurs de la peau des taches blanches. Et ces taches vont prendre du volume avec le temps. C'est comme ça. Voilà. Alors en ce qui est de la cause principale du vitiligo, c'est en fait la destruction ou un dysfonctionnement au sein des mélanocytes. Cette pathologie n'est ni contagieuse ni douloureuse, mais elle peut avoir un fort impact psychologique, notamment à cause du regard de la société. Sur la possibilité d'un traitement curatif, les dermatologues éclairent que malgré les différentes études qui se font, aucune étude n'a mis au point de manière concrète une prise en charge curative du vitiligo. Mais alors, on peut utiliser des techniques ou sinon des thérapies pour répigmenter les segments de la peau qui sont touchés par soit des crèmes, des corticostéroïdes ou des immunomodulateurs, donc des crèmes immunomodulatrices. On peut faire des photothérapies avec les ultraviolets B ou la PUVA-thérapie. On peut aussi faire des greffes des mélanocytes. Concernant la portée de cette journée mondiale, le docteur Mavinga insiste sur son importance. La journée internationale du vitiligo est effectivement une occasion importante de sensibiliser les publics au sujet de cette maladie, bien sûr, et de soutenir les personnes atteintes de cette dernière et de lutter contre les stéréotypes et surtout la stigmatisation au sein de nos communautés. Cette journée se veut donc un appel à la tolérance, à l'inclusion et à la reconnaissance des personnes vivant avec les vitiligo. En dehors de nos frontières, alors que l'Afrique intensifie sa quête des solutions durables pour répondre à ses besoins énergétiques, le Mali franchit un pas décisif en se tournant vers le nucléaire civil. Face à une instabilité énergétique persistante marquée par des coupures régulières d'électricité, le pays rejoint la dynamique continentale portée par le Ghana, l'Afrique du Sud, le Niger ou encore le Rwanda. Les détails avec Edouard Chama. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a conclu ce lundi une visite officielle à Moscou, marquée par la signature de plusieurs accords bilatéraux, dont un hautement stratégique sur le développement de l'énergie nucléaire civile au Mali. Cette avancée illustre un tournant dans les relations entre Bamako et Moscou qui gagne en profondeur bien au-delà de la coopération sécuritaire déjà établie. Le président russe, Vladimir Poutine, a salué l'évolution du partenariat, bien que les échanges commerciaux restent modestes. L'accent a été mis sur la diversification des axes de collaboration, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la formation technique. Pour les autorités maliennes, ces projets nucléaires revêtent une dimension autant énergétique et politique. Ils visent à pallier les déficits chroniques d'électricité tout en affirmant une souveraineté renforcée dans le choix des partenaires internationaux. Le transfert des technologies prévues dans l'accord marque une étape vers une autonomie énergétique structurante. Le Mali s'inscrit ainsi dans une dynamique continentale. Plusieurs pays africains, à l'instar de l'Égypte, du Ghana ou du Nigeria, ont déjà entamé des projets similaires avec l'appui russe. L'énergie nucléaire, perçue comme une solution stable aux limites des sources fossiles et à l'intermittence des renouvelables, devient un levier stratégique pour l'Afrique. Avec ce partenariat, Bamako entend non seulement sécuriser son approvisionnement énergétique, mais aussi redéfinir sa place dans les nouvelles échiquiers géopolitiques mondiales. C'est par cette note que nous bouclons cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Passez une très belle soirée dans vos maisons et au revoir.